certifier que 75% de nos étudiants ne savent pas s'orienter dans l'espace. Ils ne peuvent pas indiquer le nord et le sud, l'est et l'ouest. Que diriez-vous si on vous disait que toute cette géographie sur laquelle vous avez basé toutes vos considérations est largement ignorée des étudiants? Vous avez parlé de l'Ouganda, vous avez parlé du Rwanda, vous avez parlé du Burundi, vous avez parlé de l'Afrique du Sud, vous avez parlé des puissances occidentales et vous avez parlé de l'Est de la République démocratique du Congo. Si je vous disais que 75% des étudiants n'ont aucune idée de la situation géographique de toutes ces entités que vous venez de citer, que diriez-vous de l'efficacité de votre intervention de ce jour? Que diriez-vous de cette intervention si je vous disais que l'écrasante majorité de nos étudiants vous ont entendu parler dans la langue française et que de cette langue, ils n'ont en général que des lambeaux et des rudiments? Souffrez, c'est un moment unique de notre existence collective. Il faut se dire les choses en face. Quel est le potentiel de la jeunesse, après que je vous aurai indiqué toutes ces faiblesses? Que restait-il du potentiel de la jeunesse à se concerter, à échanger, à débattre et à coaliser leurs énergies et leur espoir pour monter à l'assaut de la citadelle et exiger que le pays soit gouverné autrement, notamment en séparant, comme l'a suggéré le professeur Biyoya, la politique de l'activisme commercial. Qu'est-ce que nous pouvons espérer des étudiants, parmi lesquels ceux qui, très petite minorité, disent tout simplement que ceux qui lisent, ceux qui s'instruisent, ceux qui suivent la radio sont tout simplement des imbéciles. Je voudrais ici, c'est un témoignage que je fais contre la jeunesse. Il faut que la jeunesse se rende à l'évidence que sans elle, nous sommes perdus. Et que le jour, une conférence comme celle-ci est dans la suite normale du temps, dans la suite normale du vécu d'un peuple, une remise et reprise entre la génération antérieure et la jeune génération. Il faut que nous soyons sûrs que ce message vous est effectivement allé droit au cœur, que vous avez compris. J'ai étudié à l'université Lovanium. J'ai étudié à l'université Lovanium et je suis arrivé ici en 1965. Il y avait en tout et pour tout 1800 étudiants. Notre promotion qui arrivait avait rajouté à 1500 rien que 300 étudiants. On se connaissait tous. Nous avons été debout, mais alors debout, mobilisés, pour faire une manifestation en ville contre la déclaration unilatérale de l'indépendance en Angola par Ian Smith. Nous avons participé par des manifestations, des écrits et des protestations à tout ce qui intervenait dans le monde comme événement. Nous avons manifesté contre la guerre du Vietnam, nous avons manifesté contre
les problèmes, donc l'attitude des États-Unis à Cuba. Nous avons manifesté lorsqu'il y a eu l'invasion américaine en République dominicaine contre Camano, et j'en passe. Au jour d'aujourd'hui, plus rien. La colline inspirée n'a plus que de nom. Et d'ailleurs, un nom qui commence à être oublié. Ma contribution, et c'est là que j'atterris, ma contribution, c'est de dire la jeunesse, où elle est là, et elle est consciente des frontières de notre pays, de la géographie de notre région, de l'histoire de son peuple et des manœuvres à l'extérieur, qu'elle suit la radio, la presse écrite et la télévision, qu'elle organise des débats et qu'elle essaye par la science et par l'information à s'instruire pour être demain la dépositaire légitime de tous les espoirs immenses de ce peuple et de notre destin commun. Merci. Apporter une contribution. Je voulais d'abord féliciter M. Freddy dans ces combats qu'il a commencé il y a bien longtemps, parce que je pense qu'il ne se les rappelle plus. C'est moi qui vous avais reçu en 1998 lors d'une conférence que vous avez présentée ici sur la responsabilité des intellectuels, et donc j'étais jeune assistant à l'époque. Alors, par rapport à ma contribution, je voulais d'abord donner 3 repères par rapport à nos relations avec les États-Unis. Et certainement, lorsque les jeunes ne peuvent pas considérer que les États-Unis est une nation majeure par rapport à la constitution de la République démocratique du Congo, ils se trompent lourdement. Et donc, nos gouvernants doivent avoir l'intelligence stratégique, et le moment a été voulu par le professeur Biyoya, pour consolider les rapports d'État entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Quels sont ces repères? 19 mai 1885, Léopold II signe le décret de l'État indépendant du Congo. Il institue son État par le décret. J'ai dit 19 mai 1885. 1er août 1885, Léopold II notifie à des puissances l'existence de son État. Et à cette notification, il met la carte de son État. 1er août. Et vient le rôle des États-Unis. Les États-Unis sont le premier pays à reconnaître l'État indépendant du Congo le 22 septembre 1885. Premier pays à reconnaître que l'État indépendant du Congo est un État. Nous reconnaissons les drapeaux d'un État ami. Et suivra 2 jours plus tard l'Allemagne. La Belgique n'y était pas. Donc vous comprendrez que les Américains se prononcent sur les questions de la République démocratique du Congo. Pour ça, il nous faudra de l'intelligence stratégique. Et là, les acteurs doivent identifier la puissance où elle est et collaborer avec cette puissance. Malheureusement, pour ici, comme le professeur Mouaka l'a dit, Chancellor Gopamba, pour devenir président aux États-Unis, il y a des conditions. On vous dit, je donne simplement les conditions liées à la terre, parce que la terre doit être protégée. On dit qu'il faudra être né aux États-Unis et avoir vécu 14 ans successivement sur les sols des États-Unis avant de postuler. 14 ans. Vous pouvez aller en vacances, mais vous devez résider les États-Unis 14 ans de suite. Donc ce sont des conditions qu'on pose. Il faudra aussi penser que
il faut des hommes capables de pouvoir diriger. Par rapport au mixage, mais moi, ce qui me surprend, dans ces pays, on croit que traiter de la question sécuritaire est une question ordinaire. On dit, nous allons réformer l'armée et les services de sécurité. On invite les ambassadeurs, on invite tout le monde, on est au palais, aux affaires étrangères, pour discuter des questions de sécurité. Ce qui signifie que nous n'avons pas la capacité de penser notre propre sécurité. Comment les étrangers doivent assister à l'endroit où nous pensons notre sécurité à nous? Comment cela est possible? Et donc, on invite les étrangers. Ce sont eux qui nous disent ce que nous devons faire pour nous sécuriser. Ce n'est pas possible. Et donc, la jeunesse, je crois que les étudiants de première licence en sciences politiques qui étaient avec moi ce matin, je les ai libérés pour venir assister à cette conférence. J'ai pris 20 minutes pour leur dire que nous devons protéger cet État. J'ai pris 20 minutes pour leur dire que nous devons combattre la corruption. J'ai pris 20 minutes pour leur expliquer que l'État est notre bien commun. Voilà, mesdames et messieurs, ma contribution à ce niveau. D'abord, les études fondamentales sur la guerre. Je crois que c'est très peu fait. Il y a des classiques de la guerre. Carl von Clausewitz donne les hypothèses classiques. La première n'est pas exploitée ici. C'est l'industrie de l'armement. Elle n'est pas exploitée. La première hypothèse théorique pour comprendre la guerre, c'est l'industrie de l'armement. On est à la première génération, deuxième, troisième génération d'armement, mais l'ancienne génération voulait qu'on l'évacue où? C'est une vraie question d'argent et de commerce. Et le plus grand classique, Claude Witt dit, le plus grand commerce, c'est la guerre. Et ça, c'est connu de tout le monde. Donc, première chose, les études fondamentales sur la guerre. Donc, la première cause n'est même pas évoquée de façon sérieuse. Deuxième cause, la perception de l'étranger. Tout étranger fait peur. Même moi, quand je ne vous connais pas, mais vous m'inspirez peur. C'est la cause fondamentale. Ce n'est pas épinglé. Ce n'est pas une question d'hypothèse d'État, d'abord d'individu à un individu. Quand je ne vous connais pas, je ne vous fais pas confiance. La perception de l'étranger, c'est une cause fondamentale de la guerre. Alors, on a pris l'hypothèse classique de matière première et de l'explosion démographique. Ça peut expliquer l'Est, ça peut expliquer tout ce qu'il y a, matière stratégique, etc. Et donc, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Quand j'arrive en Belgique, j'ai copié d'abord le grand livre du grand stratège mondial de la guerre. C'est Carl von Clausewitz et il a écrit « De la guerre ». C'est 800 pages. Et je l'ai. Et un lieutenant, il est ici, c'est un de mes étudiants, quand il a vu ce livre, il l'a pris et il m'a dit qu'il a donné à l'état-major congolais. C'était 2 mois après, je l'ai cherché, j'ai dit, si tu perds, il faut que j'aille encore en Belgique photocopier ça. Il est ici, je vous dis, c'est un lieutenant, et on a photocopié. Et pas plus longtemps que hier, un major, technicien d'état-major, puisque nous, on organise un colloque sur la guerre, les 26 et les 25 et les 26 à la faculté de lettres. Quand il a vu ça, il me dit ceci. Vous n'êtes pas autorisé à étudier la guerre, puisque vous pouvez préparer la guerre. Évidemment, il blaguait, mais moi, je prends ça au sérieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nos généraux peuvent prendre un livre comme celui-là, moi, je crois que ça doit être l'ABC théorique de nos généraux, de notre état-major. Mais si on bloque un livre comme celui-là pendant 2 mois en train de le lire, j'ai dit, qu'est-ce qu'on enseigne dans les académies militaires congolaises? Alors, première proposition, il faut des études fondamentales sur la guerre. Pas sur les applications à l'Est, ceci. Fondamentales d'abord sur la guerre. Deuxième proposition, c'est très simple. Guerre ne veut pas dire fusil. Non, la première institution militaire, c'est les services militaires obligatoires. À 18 ans. Guerre ne veut pas dire armée, fusil, cartouche, non. Première chose, notre pays, est-ce qu'on peut, et j'en fais une recommandation, l'obligation des services militaires à 18 ans.
et à la limite des aménagements pour nous qui avons raté cette proposition. Voilà mes deux propositions. Je vous remercie. Étant juriste, j'aurais une approche liée à ma matière, une approche un peu plus juridique. Au professeur Makwa, vous semblez établir une correspondance entre la guerre et la criminalité, puisque vous parlez de la guerre à l'Est et de la criminalité Kuluna, et vous englobez tout ça dans l'insécurité. J'aimerais m'adresser au professeur Kabongo. Vous parlez de la construction de l'identité collective. J'aimerais savoir si elle passe nécessairement par la violence. Et alors, est-ce que cette violence doit être légitimée et légalisée? Comment expliquer la non-exploitation des recherches documentaires, M. Kabouaï? Comment expliquer la contestation en hors RDC et non pas par ses élites? Faut-il établir un véritable droit de savoir? Et à M. Bioya, au professeur Bioya, comment pouvons-nous organiser à la fois la maîtrise du territoire et une puissance de politique extérieure? Et à tous les intervenants dont j'ai vraiment apprécié, comme le public, les interventions, si vous étiez gouvernant, parce qu'il est facile de donner des leçons, mais si vous étiez gouvernant, quelle serait, dans vos domaines respectifs, la première mesure? Je disais, si vous étiez gouvernant, parce qu'il... Ah, Freddy, oui. Comment expliquer la non-exploitation des recherches documentaires? Comment expliquer que la contestation de notre destin se trouve hors de la RDC? Et en un mot, faut-il établir un droit de savoir? Si je prends la première question, est-ce qu'on peut arriver, en faisant du commerce avec le Rwanda, recouvrer la congolité de l'Est? Je crois que c'est cette approche qui a conduit à la relance de la CPGL. On a dit, d'après l'Union européenne, s'il y a guerre entre le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la RDC, ce n'est pas tant, parce que ces pays ont vraiment des raisons de se battre, mais c'est à cause de l'égoïsme des Congolais. Ils ont trop de ressources, ils ne les exploitent pas, alors les autres m'en manquent, et ils voient ces ressources-là comme ça, c'est comme ça qu'ils veulent les prendre par la force. Alors il faut humaniser cela, qu'ils mettent la CPGL et ils vont exploiter ensemble et ça va se résoudre. La CPGL a été relancée. On a même fait plus que la CPGL. Il y a la conférence internationale de la région du Grand Lac qui a défini des projets intégrateurs, qui a dit que nous sommes désormais dans un même espace de prospérité, de croissance et même de paix. Mais les situations troublent. Non pas dans les relations entre le Rwanda et nous, mais des situations troubles en RDC continuent. Et lorsque le Premier ministre dit qu'une rébellion ne peut se faire que si ça trouve un pays de refuge, c'est que ça suppose qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos rapports. Ça signifie que cette approche n'a pas en fait donné solution. Mais moi je pense, conformément au petit exposé que j'ai fait ici, je voudrais montrer qu'aller rechercher une solution à un problème global dans une relation bilatérale, c'est en fait se condamner à ne jamais résoudre le problème. Parce que, regardez, d'abord, il y a eu ce qu'on appelait la première guerre africaine. Cette première guerre mondiale africaine a connu la présence sur terrain ici d'au moins 12 pays africains. Et je voudrais, pour que vous compreniez cela, avant que cette guerre africaine n'arrive, eh bien, la RDC, qui était un pays qui protégeait les autres, qui dirigeait les autres, la RDC a été transformée en théâtre, en espace sur lequel se déroulent toutes les guerres africaines, les guerres angolaises, les guerres rwandaises, les guerres burundaises. Toutes ces guerres se sont déroulées sur notre territoire et ces guerres ont aspiré les interventions de ces pays-là. Nous, pour résister à ces gens, nous avons formé des alliances. On ne peut pas faire la paix seulement en restant avec l'Angola. L'erreur de notre gouvernement aura consisté, lorsqu'on a proclamé la paix avec le Rwanda, de ne se mettre qu'en face du Rwanda, donc nous n'avions pas la même intelligence stratégique et dont nous n'avions même pas une planification stratégique. Le Rwanda a pensé la relation stratégique avec le Congo avant d'attaquer Abiyarimana, avant de venir déloger les réfugiés Hutus du camp de l'Est du Kivu.
Et même maintenant, le Rwanda a une planification stratégique, sait comment il va faire pour rester en fait en dehors de la zone de mal. Mais nous, nous n'avons pas cette planification stratégique. Nous faisons ce jour-là comme ça, là, de façon en fait improvisée parce que nous improvisons tout. Alors il fallait trouver notre sécurité dans la conservation des alliances qui nous ont aidés à résister. Et il faut construire en fait une structure multilatérale parce que le problème c'est quoi? C'est de transformer ce qu'on appelle les systèmes de guerre en système en fait de coopération. Parce que la région qu'on appelle Grand Lac, on l'appelait Grand Lac, pourquoi? Parce que c'est une région qui est caractérisée par la guerre. Ça a formé un système de guerre. Dans ces pays-là, dans les pays qu'on appelle Grand Lac, les problèmes internes sont résolus par la guerre. Qui dirige en fait ces régions de Grand Lac. Si vous regardez, même si on a fait des élections, la plupart des chefs d'État dans le Grand Lac sont des anciens militaires. Et les militaires, nous enseignons en sociologie de conflit que chacun de nous fait une bonne expérience dans la vie de certaines choses. L'expérience qui vous reçue, c'est une expérience qui vous immunise contre autre chose. Quelqu'un qui est venu au pouvoir par les armes, il a appris en fait l'efficacité de l'arme pour gagner, conserver le pouvoir. Vous pouvez le démocratiser, il ne sera jamais démocratisé parce que c'est la dernière expérience de vie qu'il a faite et c'est ça qui lui donne sa garantie. Nous enseignons ça aux étudiants. Donc c'est ça le problème. Deuxième question, on m'a posée. Je vais répondre oui. Est-ce que... Faut que je mette les lunettes. Qu'est-ce qui arrive, celui qui vient de Bel Campus? Le problème, mais je vais répondre avant tout un peu à la question qu'on a posée au professeur Mwaka. Ce que le professeur Mwaka dit que nous avons des insurrections depuis toujours, c'est vrai. Nous devons connaître ce qu'on appelle notre nature, notre identité stratégique. Pourquoi les autres nous créent des rébellions? On ne nous crée pas des rébellions parce qu'on ne nous aime pas. C'est parce que depuis 60 à aujourd'hui, on a noté, les stratèges, on dit que le Congo démocratique a en fait une sorte de vocation, une sorte de propension à l'insurrection. C'est l'analyse stratégique que l'on fait. La caractéristique stratégique militaire du Congo, c'est un pays des insurrections. Ça a commencé depuis longtemps, les gens ne voulaient peut-être pas à l'époque, les gens refusaient de faire le caoutchouc, mais depuis qu'on a fait des armées, les Congolais depuis 60, c'est toujours des rébellions. Alors cette tendance a été en fait prise en compte par ceux qui ont travaillé à mettre les Kivu dans l'axe de crise. Parce que les guerres ne se passent pas en Kivu simplement parce que sinon il y a une programmation. Les crises récurrentes de Burundi et du Rwanda ont amené les spécialistes qui voulaient apaiser la situation à élargir la zone dans laquelle en fait ces soubresauts devaient en fait avoir lieu. Et ils ont réussi d'abord par mettre en place une sorte d'ONG, si c'est Magriva ou Magrivi, pour les gens qui vous connaissent ça, c'était une façon petit à petit de pénétrer dans le Kivu, qu'il y avait des éléments qui attiraient en fait les planificateurs des choses au Rwanda. Et grâce au génocide, et aussi à la suite des échecs de l'assassinat de Melchior au Burundi, et aussi en fait l'accueil que nous avons donné à ces gens, qui sont arrivés dans le contexte où notre démocratisation bloquait même notre État, nous n'étions plus capables en fait, de faire quoi que ce soit, il y avait un désordre total, eh bien, on nous a insérés dans l'arc de crise. Et donc, on nous a en fait mis dans nous sommes devenus une zone qui est comptée géopolitiquement comme une zone de crise. Et en plus, il y avait des minerais de haute importance stratégique. La fin de la guerre froide a amené l'Union européenne et l'Occident à mettre cette région sous surveillance internationale. Et on a commencé à chercher à travailler quoi? À mettre de côté les politiciens qui étaient incapables et à mettre de côté les militaires qui ne comprenaient plus rien, à faire la promotion de la société civile qui n'a malheureusement pas réussi. Et donc, ce vide-là a fait qu'on le gère. Alors, la volonté d'impuissance du Congo est une maladie. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la politique extérieure n'a d'importance que s'il y a une consistance à l'interne. Et en diplomatie, on fait entendre sa voix si on parle au nom de tout le monde. Or, nous avons pris en fait le parti en RDC de ne plus jamais parler en termes de nation. Nous parlons en termes de familles politiques, des majorités et des oppositions. Et je crois que ça nous condamne. Ça nous condamne. Nous sommes le pays en fait qui a développé, je crois, mieux que les pays où on a eu des mouvements de libération, de groupes armés qui ont cherché l'indépendance. Nous avons en fait formé des oppositions démocratiques combattantes. Hein? Donc, à part les armées, à part les rébellions,
notre opposition politique est devenue militante et combattante. Donc, en fait, une armée qui ne porte pas les armes. Mais donc, la démocratie n'est plus pour nous une perspective. Donc, la perspective, d'abord, quoi? C'est la construction d'un leadership qui travaille d'abord à quoi? À remettre la nation au centre, à faire que les partis politiques, en fait, comprennent que c'est des lieux où on pense le pouvoir. Nous n'avons pas de partis politiques qui pensent l'État. Parce qu'en sciences politiques, on dit que les partis politiques préfigurent la santé de l'État. Lorsque les partis politiques sont faibles, l'État ne peut pas être fort. Parce que l'État ne se fait pas de lui-même. Ici, les gens, regardez la coalition qui a gagné le pouvoir. C'est une coalition. Vous avez un parlement de presque 80 partis politiques. Mais qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un parlement de 80 partis politiques? Qu'est-ce que vous entendez en sciences politiques? Je vous dis ça. Une coalition qui a plus de 3 partis, c'est une coalition qui ne peut pas tenir. Parce qu'en fait, à moins que l'on forme le gouvernement sans discussion préalable. Si on entre au gouvernement simplement parce qu'on est identifié et on n'entre pas au gouvernement pour défendre une politique, c'est qu'il y a encore un mal. Si donc nous avons des partis politiques qui composent le gouvernement sans politique, mais qui vont pour aller faire la politique du chef de l'État, ça devient déjà un problème. Je crois que je parle aux étudiants en sciences politiques qui connaissent ces choses-là. Hein? Or, ici, si j'entends bien, tous les députés, ils font allégeance au président de la République. Et le gouvernement récupère le projet politique du chef de l'État. Le Premier ministre, la Constitution dit qu'il définit avec le chef de l'État la politique. Or, lui, il n'a même pas de politique. Donc, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ne se font pas selon le schéma qui conduit à construire un État qui soit en fait l'incarnation de la nation et qui soit le bouclier protecteur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement donc? Mais je pense qu'ici, le fait que nous ayons beaucoup d'ennemis, mais ça doit nous pousser à chercher à gérer l'hostilité. Moi, je suis fier. Je vous ai dit au début que l'homme se découvre quand il se met à l'obstacle. La diplomatie congolaise, elle sera en fait forte si elle développe les capacités de gérer l'hostilité, de convertir l'hostilité en coopération. Et pour convertir en fait l'hostilité en coopération, ça demande d'abord que vous fassiez preuve de ce qu'on appelle l'intelligence stratégique. La stratégie, j'ai dit ici qu'il fallait une clé géopolitique. Géopolitiquement, les Congolais ne sont pas en fait développés. Les Africains nous ont vendu une géopolitique qu'on appelle Frantz Fanon qui a dit, et Télé 7 répète ça tous les jours, hein, gâchette de revolver Afrique. Là. Mais c'est au nom de cette géopolitique de Frantz Fanon que l'Afrique considère que le Congo n'est pas l'affaire des Congolais, c'est l'affaire de toute l'Afrique. Vous n'avez pas su ça. Parce que le document philosophique qui a construit les rébellions part de ça. Comme a dit Frantz Fanon, le Congo,